Il n'a fallu que 240 secondes, pas une de plus, et ce court instant a suffi à déclencher le plus grand séisme économique entre l'Europe et les États-Unis depuis 2 décennies. Sur la scène diplomatique, Donald Trump savourait ce qu'il croyait être sa victoire après la claque infligée à la France par l'agence Fitch. Il se délectait d'un regard goguenard planté sur Sébastien Lecornu, convaincu d'avoir enterré l'autorité économique tricolore. Mais alors que l'ancien président exultait, le chef du gouvernement français se leva et ce qu'il prononça fit vaciller la bourse de New York. Une simple déclaration, non, une détonation géopolitique. À cet instant précis, la France allait écorcher vif le mensonge budgétaire qui dormait au cœur du rêve américain. Mais pour comprendre cette gifle historique, il faut rembobiner 3 semaines plus tôt, au cœur des couloirs feutrés de Bercy. Ce jour-là, Sébastien Lecornu mettait la main sur une vérité explosive. Les États-Unis dissimulaient un abîme d'endettement. Le 20 septembre 2025, à 14h30 précise, dans un Paris d'automne, que les grèves rendaient morose, le Premier ministre, enfermé dans son bureau, feuilletait des dossiers ultra-sensibles, glissés par Bruno Le Maire. Des pages qui allaient non seulement faire voler en éclats sa perception du système financier mondial, mais aussi l'armer pour lancer la contre-attaque française la plus dévastatrice depuis la création du FMI. Monsieur le Premier ministre, préparez-vous, ce que vous allez découvrir dépasse l'entendement, annonça le ministre de l'Économie. Le visage fermé, la voix chargée de gravité, nos analystes viennent de mettre à nu les chiffres réels de la dette américaine. Les statistiques officielles, un simple vernis. Une vitrine soigneusement maquillée. En réalité, ce que cache Washington est monstrueux. Lecornu interloqué releva la tête, les sourcils froncés. « Vous êtes en train de me dire que… » « Exactement, coupa sèchement le ministre. Ce que les États-Unis ne veulent surtout pas que le monde voie, c'est un gouffre d'endettement équivalent à plus du double de leur richesse nationale. Oubliez les scandales financiers classiques. Ici, on parle de la supercherie comptable la plus monumentale jamais orchestrée dans l'histoire économique contemporaine. Les dossiers parlaient d'eux-mêmes. Des pages entières de chiffres truqués, de dettes invisibles, de comptes maquillés avec une précision chirurgicale. Pendant que Trump ricanait sur les 110% du PIB français, les États-Unis, eux enfouissaient sous leur tapis financier une montagne de 50 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, plus du double de leur richesse nationale. L'ironie. L'Amérique donnait des leçons de rigueur budgétaire alors qu'elle vivait dans le mensonge le plus coûteux de l'histoire moderne. Et cette révélation n'avait rien d'un coup de chance. Depuis des mois, dans l'ombre des couloirs de Bercy, une poignée d'experts français démontait patiemment le puzzle fiscal américain. Les anomalies s'empilaient, des colonnes qui ne s'additionnaient pas, des milliards qui s'évaporaient, des engagements financiers qui disparaissaient comme par magie d'un rapport à l'autre. C'est Pierre Moscovici, le vieux renard de Bruxelles, qui avait tiré la sonnette d'alarme dès l'arrivée de Lecornu à Matignon. Sébastien leur avait-il confié d'un ton grave « Cela dure depuis Nixon ». Les Américains manipulent leur bilan depuis un demi-siècle. Nous avons les preuves. Mais jusqu'ici, personne n'a eu le courage d'appuyer sur la gâchette. Cette nuit-là, le sommeil déserta Matignon. Seul dans son bureau, plongé dans une pénombre pesante, Lecornu tournait en rond comme un fauve en cage, hanté par la bombe qu'il tenait entre ses mains. L'air était figé et dans le silence épais, seul le vieux mécanisme d'une horloge Louis XV osait faire entendre son souffle régulier, tic-tac-tic. Chaque seconde résonnait comme une détonation. Ses pensées le ramenaient sans cesse aux humiliations européennes orchestrées depuis Washington. Il voyait Angela Merkel contrainte au silence pendant la crise grecque, Matteo Salvini cloué au pilori pour les chiffres rouges de Rome, Pedro Sanchez traité comme un écolier mal noté sur ses déficits, et la France sans cesse pointée du doigt, jugée rétrogradée par des agences de notation aux ordres de Wall Street. 2012, 2016, 2023, puis ce dernier coup de poignard de Fitch, une série noire toujours accompagnée des mêmes sermons sur la discipline budgétaire, des avertissements moralisateurs et des exigences de rigueur presque coloniales. Mais ce qui l'obsédait par-dessus tout, c'était l'hypocrisie. Cette Amérique si prompte à distribuer des blâmes tout en enfouissant ses propres dérives comptables sous des montagnes de silence.
Le grand donneur de leçons mondial n'était rien d'autre que le maître de la fraude travesti en vertu. Ce que l'écornu découvrit cette nuit-là dépassait tout ce qu'il avait imaginé, même dans ses pires cauchemars politiques. Ce n'était plus un simple scandale, mais une architecture entière de mensonges soigneusement bâtis au fil des décennies. Les chiffres qu'il avait sous les yeux donnaient le vertige. Les États fédérés américains avaient planqué plus de 8 000 milliards dans des entités fantômes invisibles au bilan officiel. Le Pentagone lui étalait son opacité sur 20 ans, dissimulant 12 000 milliards de contrats militaires hors des radars du Congrès. La sécurité sociale américaine, pilier de la prospérité du rêve américain, camouflait 14 000 milliards de dettes promises à des générations entières. Les banques centrales régionales, 5 000 milliards de créances pourries effacées d'un trait de plume. Et Wall Street, fidèle à elle-même, avait trouvé le moyen d'expédier 18 000 milliards de produits dérivés toxiques dans les paradis fiscaux. Le chiffre final tomba comme un couperet, 67 000 milliards de dollars, soit près de 2,5 fois la richesse annuelle du pays. 3 fois plus que les chiffres officiels que Trump brandissait en public. Un gouffre abyssal derrière une façade brillante. 5 jours plus tard, le 25 septembre, Lecornu convoqua un conclave restreint dans le salon Napoléon. Les murs étaient épais, les téléphones bannis. Autour de la table, Bruno Le Maire, le gouverneur François Villeroy de Gallo, l'ancien ministre Jean Arthuis et Patricia Miralles, l'œil stratégique de l'intelligence économique française. L'air vibrait d'une tension rare, tous comprenaient qu'il venait de poser la main sur la mèche d'une bombe planétaire. « Mes chers collègues, déclara Lecornu d'une voix ferme, le regard fixe, nous venons de lever le voile sur le mensonge économique le plus ancien du monde moderne. Les États-Unis trichent. Depuis des décennies, ils maquillent leurs chiffres et dissimulent plus de 30 000 milliards de dollars d'engagements fantômes. Cette comédie financière doit prendre fin. » Un silence lourd tomba sur la pièce, brisé seulement par le froissement d'un dossier que referma lentement François Villeroy de Gallo. « Sébastien, murmura-t-il, vous réalisez ce que cela signifie? Si nous exposons la vérité, le choc sera planétaire. Le dollar s'effondrera, les marchés paniqueront, les banques centrales perdront pied. C'est tout l'ordre de Bretton Woods qui s'écroulera comme un château de cartes. » Lecornu fit un geste tranchant de la main. « François, cet effondrement est inévitable. Il a déjà commencé. Vous voyez bien les signaux, l'inflation hors de contrôle, les bulles qui gonflent la dette mondiale au bord du gouffre. La seule question, c'est de savoir si nous voulons être les victimes ou ceux qui tiennent à la manette de l'explosion. » Jean Arthuis, assis en retrait, prit la parole avec la gravité d'un homme qui a vu trop de crises pour rester calme. Sébastien s'attaquer au mythe américain, c'est provoquer un séisme. Il possède la clé de tout le dollar, le réseau SWIFT, les marchés de matières premières. Si nous les défions, ils peuvent nous broyer. Lecornu planta son regard dans celui de Jean, un éclat glacial dans les yeux. « Jean, ils n'ont pas besoin de nous détruire, ils le font déjà. » Souffla-t-il d'une voix calme, presque coupante. « Regarde autour de toi, notre note s'effrite, nos taux d'intérêt flambent, nos usines ferment les unes après les autres et notre crédibilité s'évapore. Que veux-tu qu'ils nous prennent de plus? Il ne nous reste qu'une chose, le courage de riposter. Et cette fois, nous avons les preuves pour le faire. » Patricia Miralles, jusque-là silencieuse, prit la parole avec prudence. « Monsieur le Premier ministre, nos analyses sont formelles. Nous avons décrypté chaque mécanisme de dissimulation, chaque manipulation, chaque transfert. Nous pouvons retracer le moindre dollar caché, mais si nous divulguons ces données, ce sera un acte de guerre économique contre les États-Unis. » Lecornu esquissa un sourire froid sans joie. « Patricia, répondit-il, cette guerre n'a pas besoin d'être déclarée. Elle a déjà commencé. Trump nous ridiculise publiquement les agences américaines, saborde nos notes. Wall Street spécule contre notre économie. Nous ne faisons que rendre les coups. Et au fond, tout ce que nous allons révéler, c'est la vérité, l'empereur américain n'a plus de vêtements. » Les jours qui suivirent prirent des allures de thriller politique. Lecornu transforma Matignon en véritable banqueur d'analyse. Tous les rideaux restaient tirés, les téléphones personnels, bannis les réunions tenues sous couverture. Son équipe ne dormait plus, on vivait au rythme des cafés froids et des écrans allumés à l'aube. Chaque donnée, chaque ligne de budget américain était décortiquée, comparée, démasquée.
François Bayrou, le stratège du plan, supervisait la lecture croisée des rapports confidentiels. Agnès Pannier-Runacher, implacable, évaluait comment ces chiffres falsifiés contaminaient les chaînes industrielles mondiales. Gérald Darmanin lui traduisait l'ensemble en impact budgétaire français, traquant les moindres répercussions fiscales. Une cellule d'élite silencieuse, disciplinée et prête à faire sauter le vernis de l'Empire, et ce qu'ils mirent à jour dépassait la fiction. Les États fédérés américains avaient bâti un réseau d'entreprises écrans pour cacher leurs dettes. Le Pentagone planquait ses contrats d'armement dans les budgets noirs, tandis que la sécurité sociale camouflait ses trous abyssaux derrière des réformes techniques. Les marchés gonflaient artificiellement la croissance à coups de statistiques manipulées. Mais le coup de maître vint des services secrets français. Ils avaient pénétré les serveurs du Trésor américain, extrait les fichiers internes de la Fed, intercepté les messages confidentiels échangés entre Wall Street et Washington. Les preuves s'entassaient, précises, explosives et incontestables. Le 5 octobre marqua le début de la partie. Une simple visioconférence du G7, mais l'atmosphère y était électrique. Trump, fidèle à son arrogance, lança avec son sourire carnassier une pique sur la gestion budgétaire française. Une provocation en apparence banale. Le cornu impassible se contenta d'un rictus à peine perceptible. Ses conseillers, eux, comprirent aussitôt ce sourire n'était pas de la politesse. C'était le prélude. Le compte à rebours venait de commencer. 3 jours plus tard, le 8 octobre, le téléphone de Matignon sonna. Au bout du fil, Christine Lagarde, présidente de la BCE, la voix tendue d'inquiétude. « Sébastien, les bruits qui circulent sont inquiétants. Vous n'allez tout de même pas aller jusque-là. » Le cornu imperturbable la coupa d'un ton mesuré. « Rassurez-vous, Christine, nous ne faisons qu'une chose, remettre la lumière là où règne l'ombre. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un calme presque ironique. « Et d'ailleurs, n'est-ce pas précisément la mission d'une banque centrale, assurer la transparence, pas l'omerta ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Le duel entre Paris et Washington venait officiellement de commencer. Le 10 octobre à l'aube, la mèche s'alluma. Depuis son bureau doré de Mar-a-Lago, Donald Trump dégaina un tweet d'une brutalité calculée. « La France est fauchée. Fitch confirme économie en ruine. Il ferait mieux de copier le modèle américain au lieu de descendre dans la rue. Pathétique. » Le message orné d'un emoji ricanant fit le tour de la planète en moins de 2 heures. 50 millions de vues, 50 millions de témoins d'une humiliation nationale. En quelques mots, Trump venait d'insulter tout un peuple, ridiculiser un gouvernement et piétiner la fierté française sous les projecteurs du monde entier. Les marchés réagirent aussitôt comme électrocutés. Le CAC 40 plongea. Les taux français flambèrent. Paris vacilla sous le choc médiatique. Mais à Matignon, dans le silence de son bureau, Sébastien Lecornu resta immobile. Son visage impassible en apparence dissimulait une tempête. Il avait toléré les moqueries, encaissé les piques, mais cette fois, l'ancien président américain venait de franchir la ligne rouge. À 10h45, il prit sa décision. Le message partit vers toutes les rédactions. Annonce urgente, conférence de presse exceptionnelle du Premier ministre à 16h, salle des fêtes de Matignon. Sujet situation économique internationale. En moins d'1 heure, les caméras du monde entier se mirent en route. La France allait répondre. Et cette fois, la riposte ne serait pas diplomatique, elle serait historique. Paris, 10 octobre, 16h approche. Depuis le matin, les rues autour de Matignon sont bouillonnantes. Des cars satellites se garent en file indienne, les micros s'alignent, les caméras se braquent sur la façade. Reuters, Bloomberg, AFP, Financial Times, Wall Street Journal, toutes les grandes rédactions ont répondu à l'appel. La plupart des journalistes imaginent assister à une allocution d'apaisement, une tentative du Premier ministre français pour sauver la face après la dernière pique de Trump. Aucun ne se doute qu'il s'apprête à vivre le plus grand retournement économique du siècle. À 15h30, Lecornu entouré de ses conseillers passe les ultimes vérifications. Les dossiers sont bien verrouillés. Oui, monsieur le Premier ministre, chaque document est classé, chaque chiffre doublement vérifié. Les traductions sont prêtes, les ambassades et nos alliés européens ont été prévenus. Un bref hochement de tête
Pas un mot de plus. L'air est lourd, presque électrique. Puis vient l'instant T. À 16h pile, Sébastien Lecornu franchit les portes du salon d'honneur. Le silence tombe immédiatement. Face à lui, des centaines d'objectifs, des dizaines de caméras diffusant en direct sur tous les continents. Il avance calmement dans un costume sombre, parfaitement taillé, cravate bleu profond, une liasse de documents épais sous le bras. Son regard est froid, assuré, presque tranchant. En une fraction de seconde, le monde comprend ce n'est pas l'homme humilié que Trump imaginait, mais celui qui s'apprête à renverser la table. La salle entière retint son souffle. Lecornu s'approcha du pupitre, ajusta légèrement son micro, puis lança d'une voix claire, calme, tranchante. « Mesdames et messieurs, le président Trump a choisi ce matin encore de transformer nos difficultés économiques en divertissement mondial. Il se permet de nous sermonner sur la gestion budgétaire, d'ériger son modèle américain en exemple. Eh bien, puisque M. Trump affectionne tant les chiffres, parlons chiffres. » Un murmure parcourut la salle vite étouffée lorsqu'il sortit une chemise cartonnée d'un geste précis. Il la posa devant lui, l'ouvrit avec une lenteur étudiée presque théâtrale. Dette officielle des États-Unis, 33 000 milliards de dollars. Un temps. Dette réelle, celle que nos analystes ont reconstituée, engagement dissimulé inclus, 67 000 milliards de dollars. Un frisson parcourut l'assistance. Les caméras se braquèrent sur son visage imperturbable. Les journalistes s'échangèrent des regards ahuris. Ils venaient de comprendre que quelque chose de gigantesque venait d'être lâché. Lecornu esquissa un mince sourire presque imperceptible, ce qui représente, pour information, 247% du PIB américain réel. La France, elle est à 110%. Alors dites-moi, Monsieur Trump, qui doit vraiment suivre les leçons de qui? Silence absolu. Puis un cliquetis d'appareils photo comme des coups de tonnerre dans un ciel chargé d'électricité. À peine les mots sortis de sa bouche que le monde entier s'enflamma. Dans les rédactions de Londres, New York, Francfort, les lignes téléphoniques explosèrent. Au Financial Times, on rappela d'urgence les analystes seniors. Chez Bloomberg, la War Room fut ouverte, on venait de déclencher l'alerte rouge. Et dans les bureaux feutrés de Reuters, les algorithmes tournaient, déjà à plein régime pour chiffrer l'impact. Mais Lecornu, lui, n'en était qu'à l'introduction. Il leva légèrement les yeux, sa voix prenant ce ton calme et glaçant qu'on reconnaît chez ceux qui tiennent une bombe prête à exploser. Entrons dans le détail de ces 67 000 milliards de dollars de mensonges comptables américains. Un bruissement parcourut la salle avant qu'ils ne poursuivent implacables. Les États fédérés des États-Unis cachent à eux seuls 8 000 milliards de dettes dans des entités fantômes hors bilan. Le Texas dissimule 800 milliards, la Californie plus de 1200, New York près de 900. Et pendant que ces États nous sermonnent sur la rigueur budgétaire, ils excellent surtout dans l'art de la dissimulation financière à grande échelle. Chaque mot tombait comme une gifle. Les visages se tendaient, les caméras zoomaient. La France venait en direct de lever le voile sur l'un des plus grands secrets du capitalisme américain. Ce qui venait d'être dit provoqua un véritable tremblement de terre médiatique. Les visages pâlirent, les stylos se mirent à crépiter. Les journalistes américains griffonnaient à toute vitesse, tentant de tout consigner avant que le monde ne bascule. En un instant, ils comprirent que le Premier ministre français ne jouait pas au poker. Ces chiffres n'étaient pas des provocations, mais des faits froids, précis, traçables. Lecornu reprit d'un ton calme mais implacable en tournant la page suivante. Passons au deuxième volet, les engagements militaires dissimulés par le Pentagone. 12 000 milliards de dollars sur 20 ans. Il marqua un temps, puis enchaîna. Des contrats d'armement invisibles, des bases secrètes qui n'apparaissent dans aucun budget des opérations clandestines des armées de sous-traitants privés. Tout ce que le Congrès ignore, parce qu'on lui cache. Et nous avons tous les documents, les contrats, les factures. Une main se leva dans la foule, celle d'un reporter du Washington Post, la voix tremblante d'impatience. Mais Lecornu ne broncha pas. Il ne cherchait ni débat ni effet médiatique. Ce jour-là, son objectif n'était pas de convaincre, c'était de démasquer. Lecornu tourna une nouvelle page et le ton de sa voix se fit encore plus tranchant. Parlons maintenant de la sécurité sociale américaine. Passif, dissimulé 14 000 milliards de dollars. Oui, 14 000.
Des retraites promises sans la moindre provision des soins de santé garantis, mais jamais financées des prestations engagées sans qu'un seul dollar n'ait été budgété. Pendant que M. Trump se moque de nos grèves et critique nos pensions, son propre pays s'enfonce dans un gouffre social dissimulé derrière des chiffres truqués. Les caméras ne perdaient rien de la scène. Chaque mouvement de l'écornu, chaque inflexion, chaque silence calculé renforçait la tension dramatique. L'homme paraissait inébranlable, précis comme un chirurgien implacable comme un juge. Rien à voir avec le dirigeant acculé et moqué que Trump essayait de présenter au monde. Puis, sans même reprendre son souffle, il frappa un nouveau coup, créances pourries dissimulées dans les bilans des banques centrales régionales américaines, 5 000 milliards de dollars. Il détailla d'un ton glacial la Fed de New York, 1800 milliards de produits toxiques enterrés. Chicago, 900 milliards. San Francisco, 1200. Depuis la crise de 2008, ils n'ont pas nettoyé leurs comptes, ils ont simplement balayé la poussière sous le tapis. Et malgré tout, ces gens osent encore nous donner des leçons de régulation bancaire. Un silence tendu s'abattit sur la salle. Le vernis du mythe américain venait de se fissurer en direct sous les projecteurs du monde entier. L'évocation de la Fed fit l'effet d'un choc électrique. Dans la salle, quelques journalistes financiers échangèrent des regards affolés, d'autres restèrent figés, les yeux écarquillés. Si les chiffres de l'écornu disaient « vrai », alors c'était le plus grand scandale financier depuis Enron, peut-être même pire. Mais le Premier ministre français n'avait pas encore abattu sa dernière carte. Il redressa lentement la tête, balaya l'assemblée du regard, puis lança d'une voix froide, presque clinique. Et maintenant, le clou du spectacle, les produits dérivés toxiques dissimulés par Wall Street dans ses paradis fiscaux. Montant total, 18 000 milliards de dollars. Il marqua une courte pause, savourant la tension palpable dans la salle avant d'asséner Goldman Sachs, 3 000 milliards enterrés aux îles Caïmans. JP Morgan, 2 000 milliards dissimulés à Delo. Bank of America, 200 milliards planqués au Luxembourg. Tout ce qui a failli faire imploser l'économie mondiale en 2008 est toujours là. Rien n'a disparu. Tout a simplement été déplacé, caché, déguisé. Le silence qui suivit fut presque irréel. Les caméras captaient chaque seconde de ce moment historique, 67 000 milliards de dettes dissimulées, l'équivalent de 247% du PIB américain. Et pourtant, Trump continuait à railler la France et ses 110%, comme un pyromane moquant la fumée, pendant que sa propre maison brûle. Ce qui suivit fut un pur moment d'histoire. À peine les mots de l'écornu achevaient les écrans de la planète, s'illuminèrent d'alertes rouges. À New York, les marchés venaient tout juste d'ouvrir pour aussitôt plonger dans le chaos. Le Dow Jones s'effondra de plus de 400 points. En quelques secondes, le Nasdaq dévissa de 3% et le dollar s'écrasa face à toutes les grandes devises mondiales. En direct sous l'œil médusé des caméras Wall Street, venait d'encaisser la claque du siècle. Pour la première fois, quelqu'un avait osé arracher le masque de l'économie américaine et ce qu'on découvrait derrière était tout simplement monstrueux. Mais l'écornu n'avait pas dit son dernier mot. Impassible, il saisit un nouveau dossier plus massif, plus dense encore que les précédents. Il releva la tête, la voix désormais dure, tranchante, accusatrice. « Vous voulez savoir pourquoi, malgré ces 67 000 milliards de dettes, les États-Unis n'ont jamais vu leur note réellement dégradée. » Un silence de plomb tomba dans la salle. Puis il lança comme un verdict « Parce que les agences de notation Standard & Poor's, Moody's, Fitch ne sont pas indépendantes. Ce sont des armes économiques sous pavillon américain. Elles gonflent la note des États-Unis et dégonflent celle de leurs rivaux européens. Voilà le vrai visage du système. » Chaque phrase sonnait comme une gifle, et pendant que les marchés s'écroulaient, la France venait de retourner contre Washington sa propre machine financière. L'écornu feuilleta lentement le dossier, puis releva les yeux vers les caméras. Sa voix posée et glaciale fendit le silence comme une lame. Standard & Poor's, 56% de ses revenus viennent directement des États-Unis. 73% de ses actionnaires sont américains. Et sur 12 dirigeants, 8 ont travaillé au Trésor américain. Il tourna la page sans émotion. Moody's, 61% de chiffre d'affaires américain. 79% d'actionnaires américains.
Et sur 13 membres de Direction 9 sont d'anciens cadres de Wall Street. Encore une page, encore des chiffres. Fitch, 52% de revenus issus du marché américain, 68% d'actionnaires américains et 7 dirigeants sur 11 sortent des banques new-yorkaises. Les données défilaient comme un réquisitoire. Des chiffres nets, des noms précis, des faits irréfutables. Chaque pourcentage était une balle tirée dans la façade du système. Et plus il lisait, plus la salle comprenait ce n'était pas un coup de bluff. Le Cornu ne spéculait pas, il démontait méthodiquement le cœur du pouvoir financier mondial. Ce jour-là, le Premier ministre français ne faisait pas un discours. Il dressait l'acte d'accusation du siècle contre le temple de la finance internationale. Le Cornu ne laissa aucun répit. Sa voix ferme et posée claqua comme un verdict. Ces agences de notation ne sont pas neutres. Ce sont des bras armés de la stratégie économique américaine. Elles abaissent les notes de l'Europe quand Washington l'exige et ferment les yeux sur les dérives de l'Amérique quand cela l'arrange. Regardez les faits, depuis 2020, 17 pays européens ont été dégradés. Les États-Unis, aucun, pas une seule fois. Dans la salle de presse, l'ambiance devint électrique. Cette phrase venait d'allumer la mèche d'une nouvelle déflagration financière. Sur les écrans du monde entier, les courbes des marchés s'inversaient. Les bons du Trésor américain plongeaient, pendant que les obligations françaises s'envolaient, un renversement historique impensable encore une heure plus tôt. En un quart d'heure, l'économie mondiale basculait. Le mythe de la suprématie financière américaine s'effritait en direct sous les yeux d'une humanité médusée. Et Le Cornu poursuivit d'un ton encore plus grave. Si l'on appliquait à l'Amérique les mêmes critères qu'elle impose à l'Europe, sa note réelle serait CCC. Celle de la France recalculée équitablement resterait à A+. En vérité, les États-Unis vivent dans une illusion comptable. Leur économie est un château de cartes, ils sont insolvables depuis longtemps, mais ont réussi à nous le cacher derrière un rideau de mensonges. Chaque mot sonnait comme un glas. Ce jour-là, la France venait de faire vaciller le pilier du capitalisme mondial. À Wall Street, la panique vira à la folie. Dans les salles de marché, les cris remplaçaient les ordres, les écrans affichaient du rouge partout. Les traders liquidaient frénétiquement tout ce qui portait l'étiquette « Made in USA Actions Obligation Devise ». Les hedge funds se débarrassaient du dollar comme d'une marchandise toxique, tandis que les banques centrales étrangères entamaient une vente massive de bons du Trésor américain. En moins d'une demi-heure, 2000 milliards de dollars venaient de s'évaporer. L'Amérique bastion du capitalisme mondial saignait en direct sous les yeux du monde entier. Pendant ce temps, à Washington, la Situation Room de la Maison-Blanche ressemblait à un bunker en état d'alerte maximale. Les visages étaient figés, les regards perdus dans les chiffres qui s'effondraient à la télévision. Trump blême fixait les écrans en silence, les poings crispés sur la table. Autour de lui, Steven Mnuchin, Larry Kudlow et Janet Yellen observèrent la chute sans un mot. Tous comprenaient qu'ils assistaient à l'impensable, la mise à nu publique du mensonge économique américain. Jamais dans l'histoire moderne, aucun dirigeant n'avait osé aller aussi loin. Mais Le Cornu, lui, l'avait fait, sans détour, sans peur, avec des preuves solides, chiffrées irréfutables. Et ce jour-là, pour Washington, dire la vérité était devenu un crime impardonnable. Le Cornu redressa lentement la tête, fixa la caméra principale et planta son regard comme une lame dans l'objectif, comme s'il s'adressait directement à la Maison-Blanche. Sa voix calme et tranchante résonna dans un silence absolu. « Monsieur Trump, la prochaine fois que vous songerez à tourner la France en dérision sur Twitter, souvenez-vous d'une chose, nous connaissons vos chiffres réels, vos bilans maquillés, vos dettes dissimulées. Nos 110% sont publics, audités, assumés. Les vôtres, 247%, sont enterrés sous des couches de mensonges et de manipulations. Alors je vous le demande ici, devant toute la planète qui est réellement en faillite, la France honnête ou l'Amérique qui triche ?» Un frisson parcourut la salle. Les journalistes n'osaient plus bouger. Cette phrase, dite avec une froideur chirurgicale, venait de pulvériser ce qu'il restait de la crédibilité économique américaine. Sur les écrans, les chiffres s'emballaient. Le dollar dégringolait, atteignant des niveaux jamais vus face à l'euro. Les taux américains explosaient, pendant que ceux de la France plongeaient, signe d'une confiance mondiale renversée.
C'était un séisme financier sans précédent, brutal, net, irréversible. Mais l'écornu n'avait pas fini. Ce qu'il s'apprêtait à révéler ensuite allait transformer cette crise en cataclysme mondial. Le cornu esquissa un sourire glacial, celui d'un homme qui sait qu'il vient d'enfoncer le dernier clou du cercueil. Puisque le président Trump affectionne tant les leçons d'économie sur Twitter, permettez-moi à mon tour de lui en offrir une. Un murmure parcourut la salle. Il poursuivit chaque mot pesé comme une balle. Avant de railler la France qui manifeste pour protéger ses services publics, peut-être devrait-il se demander pourquoi son propre pays, avec 67 000 milliards de dettes fantômes, est incapable d'assurer des soins à ses citoyens, d'instruire ses enfants correctement ou même de réparer ses routes. Il marqua une pause, son regard accrochant l'objectif. La différence, monsieur Trump, c'est que nous nous reconnaissons nos faiblesses. Vous vous maquillez les vôtres. Ce trait d'ironie tranchante fut le coup de grâce. Quelques minutes plus tard, Wall Street s'effondrait de 18%, un plongeon historique digne de 1929. Le dollar s'enfonçait, les taux américains explosaient et la planète financière entière retenait son souffle. L'Amérique venait de découvrir en direct le prix brutal de la vérité révélée. Ce qui suivit échappa à toute logique économique connue. En quelques heures à peine après la bombe lâchée par l'écornu, les géants de la finance mondiale prirent la fuite comme si Wall Street venait de s'embraser. Warren Buffett se débarrassa de ses actions bancaires américaines sans un mot. George Soros, implacable, liquida ses bons du trésor comme on jette un fardeau brûlant. Et Ray Dalio, il fit ce que personne n'avait jamais osé, il déplaça ses milliards vers l'Europe. Le monde venait d'inverser le sens du courant financier et cette fois, c'est Paris, pas New York, qui dictait la direction du vent. Dans les 24 heures suivantes, la panique gagna les capitales du globe. Les fonds souverains exigeaient des explications immédiates de Washington. À Pékin, la Banque populaire de Chine convoqua l'ambassadeur américain d'un ton glacial. À Tokyo, la Banque du Japon gela ses achats d'obligations US, le geste le plus agressif depuis la Seconde Guerre mondiale. Le fonds norvégien le plus grand du monde annonça une révision intégrale de ses placements américains, tandis que l'Arabie saoudite brandissait une menace à 400 milliards de dollars. Dites la vérité ou nous vendons tout. Le message était clair, la planète voulait des comptes et la France venait d'imposer la transparence mondiale à coup de vérité. Au petit matin du 11 octobre, avant même que le soleil ne se lève sur Washington, Donald Trump lança une salve de tweets furieux à 6 heures tapantes. Cap lock, faute de frappe, ponctuation hystérique, le grand classique. Fake news totale. Les comptes américains sont parfaits. Les meilleurs du monde, la France est juste. Jalouse Premier ministre pathétique d'un pays fini. C'est l'Europe qui coule pas l'Amérique. Mensonge français. Mais cette fois, la magie Twitter n'opéra plus. Plus personne ne le croyait. Chaque message rageur qu'il postait faisait plonger un peu plus les marchés américains. Les investisseurs, eux, lisaient entre les lignes cette nervosité fébrile ne pouvait signifier qu'une chose, l'écornu avait touché juste. Et plus Trump s'énervait, plus il confirmait exactement ce qu'il voulait nier. À 10 heures précises, acculé par la panique médiatique et la pression des marchés, le président dut convoquer une conférence de presse d'urgence. Sous les projecteurs, les caméras braquées sur lui, il bafouilla confus, désordonné. « Nos comptes sont parfaits, les meilleurs, tout le monde le sait. » Une répétition mécanique, presque désespérée, le ton d'un empire qui vacille mais refuse encore d'admettre sa chute. Trump, les yeux plissés face au flash des caméras, tenta une nouvelle fois de sauver la façade. 33 000 milliards, une broutille pour l'Amérique, nous sommes riches, immensément riches, les plus riches du monde, lança-t-il avec ce ton bravache qui jadis galvanisait les foules. Mais la salle resta de marbre. Un journaliste de CNN leva calmement la main, micro tendu. « Monsieur le Président, pouvez-vous confirmer ou infirmer le chiffre de 67 000 milliards révélé par le Premier ministre français ?» Un silence, puis la déflagration. Trump explosa hors de lui. « Mensonge total, fake news, ce l'écornu, il est jaloux. C'est la France qui s'écroule pas, l'Amérique. » Le problème, c'est qu'il n'avait ni chiffres, ni documents, ni la moindre donnée pour le contredire. L'écornu avait les preuves, Trump n'avait que la colère. Devant la rigueur chirurgicale du français,
Le président américain paraissait improvisé, fragile, presque grotesque. Cette conférence censée rassurer devint un désastre planétaire. Les marchés continuèrent leur chute libre, le dollar perdit encore 3%, les taux américains explosèrent, et sous les yeux incrédules du monde entier, l'économie américaine s'enfonçait dans un gouffre sans fond. Le 12 octobre, à peine 48 heures après le séisme provoqué par Paris, l'impensable se produisit. Ce jour-là, Standard & Poor's, pilier historique du système financier américain, brisa un tabou vieux de plusieurs décennies. Dans un communiqué au ton feutré mais explosif, l'agence annonça qu'elle réexaminait la note souveraine des États-Unis, évoquant de nouvelles données sur la dette fédérale et des anomalies majeures dans les engagements hors bilan. Le monde resta sidéré. Jamais depuis sa création, une agence américaine n'avait osé douter publiquement de la solidité de son propre pays. Ce qui la veille encore semblait inimaginable devenait réalité. L'Amérique venait d'être mise en examen par elle-même. Un aveu de faiblesse monumentale, le début officiel de la fin du mythe de l'invincibilité économique américaine. Cette fois, ce fut un véritable tsunami financier mondial. Quand même les agences américaines commencèrent à admettre que la dette des États-Unis cachait un gouffre sans fond, la planète entière, compris le colosse, vacillait. Les investisseurs paniqués se ruèrent vers la sortie comme lors d'un incendie en plein gratte-ciel. Le dollar, hier encore symbole de puissance, s'effondrait minute après minute. Pendant ce temps, la livre, l'euro, le yuan et le yen grimpaient comme des fusées, reprenant chacun leur revanche historique sur la monnaie américaine. Et à Paris, l'effet fut spectaculaire, presque surréaliste. En une seule nuit, Le Cornu avait réussi ce qu'aucun président ni ministre français n'avait fait depuis des décennies, rendre à la France son crédit, sa fierté et sa voix dans le concert mondial. Les écrans de Bloomberg et de Reuters titraient en désormais « Le monde croit de nouveau à la France ». Un renversement brutal, total, historique. Et puis le coup de théâtre final, les juges du système commencèrent à se renier eux-mêmes. Fitch d'abord fit volte-face, annonçant qu'elle réévaluait la note de la France, saluant au passage sa transparence exemplaire, une qualité qu'elle découvrait soudainement fascinante maintenant que les mensonges américains étaient exposés au grand jour. Peu après, Moody's enfonça le clou. Elle envisageait d'améliorer la note française, vantant le leadership moral de Paris en matière d'honnêteté financière. En moins d'une semaine, la France que l'on montrait du doigt comme un cancre budgétaire était devenue la nouvelle boussole de la vertu comptable mondiale. Une inversion si spectaculaire que même les économistes les plus cyniques restaient sans voix. Le pays qu'on accusait hier d'irresponsabilité était devenu en 7 jours la référence absolue de la transparence. Et pendant ce temps, Washington regardait impuissant le monde basculer de son côté. Et soudain, un miracle inattendu se produisit, le pays du désaccord éternel se tut. Les grèves s'arrêtèrent, net comme si toute la France venait d'appuyer sur pause. Les syndicats, les cortèges, les pancartes rouges. Tout disparut du jour au lendemain. Car le peuple venait de comprendre, leur Premier ministre venait d'accomplir l'impensable, sauver la France en humiliant l'Amérique. Dans un geste aussi rare qu'historique, Philippe Martinez, le ton grave mais le regard fier, déclara « Nous suspendons tous nos mouvements sociaux. Le Cornu a rendu à la France sa dignité perdue. » Et ce jour-là fait plus incroyable encore que le krach de Wall Street. La France se retrouva unie. Patrons et ouvriers, gauche et droite, étudiants et retraités, tout un peuple derrière un seul homme. Le pays des divisions venait de redécouvrir la puissance du mot « ensemble ». Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le Cornu venait d'entrer dans l'histoire. Ces sondages atteignaient 89% d'opinion favorable, un score qu'aucun dirigeant n'avait effleuré depuis la naissance de la Veuve République. Le peuple le voyait désormais comme l'homme qui avait fait plier l'Amérique. Et le 15 octobre, la scène devint presque irréelle. 5 jours seulement après la tempête déclenchée par Paris, Donald Trump subit l'humiliation suprême. Acculé par la panique des marchés, la colère du Congrès, les avertissements de la Fed et la pression de ses alliés, il dut signer ce qu'aucun président américain n'avait jamais osé, un addendum budgétaire spécial, admettant publiquement 15 000 milliards de dollars de dettes oubliées dans les comptes fédéraux. Le monde entier retint son souffle. Ce jour-là, l'homme qui se vantait d'être le roi de la finance mondiale dut reconnaître noir sur blanc
que la France avait dit la vérité et que le mensonge américain venait enfin d'exploser. L'aveu censé calmer la tempête eut l'effet inverse d'un détonateur nucléaire. En reconnaissant seulement 15 000 milliards de dettes dissimulées, Trump venait de se tirer une balle dans le pied, car ce demi-aveu validait de fait la thèse française et un principe simple s'imposait à tous les analystes. S'il a caché 15 000 milliards, pourquoi pas les 52 000 restants? Le cornu flairant la brèche fonça sans hésiter. Le soir même, il convoqua la presse mondiale à Matignon, le regard d'acier, la voix tranchante. « Monsieur Trump vient d'admettre l'existence de 15 000 milliards de dettes dissimulées. C'est un premier pas, mais un pas minuscule. Nos services, eux, ont identifié 52 000 milliards supplémentaires, soigneusement enterrés dans les comptes fédéraux. Nous avons les preuves, les documents, les signatures. Tant que la Maison-Blanche n'aura pas publié la totalité de ces chiffres réels, aucun marché au monde ne croira plus un mot de l'Amérique. » Ce soir-là, le monde entier comprit, Lecornu ne jouait plus en défense. Il dictait désormais les règles du nouveau jeu économique mondial. Ce fut le coup de grâce. L'ultime escalade orchestrée par Paris fit vaciller l'Empire. Le 20 octobre, après des jours de chaos économique et de panique politique, le Congrès américain céda sous la pression populaire. L'opinion publique, furieuse d'avoir découvert qu'on lui mentait depuis près d'un demi-siècle, exigeait des comptes au sens littéral du terme. Dans un climat de révolte nationale, les parlementaires adoptèrent en urgence une loi historique, le Trust in Government Accounting Act. Ce texte imposait à l'administration Trump de révéler au grand jour l'ensemble des dettes, engagements et passifs cachés, qu'ils soient fédéraux, étatiques ou semi-publics. Et la sanction en cas de refus était sans appel, la destitution pure et simple du président. Pour la première fois de l'histoire moderne, l'Amérique se retrouvait contrainte de dire la vérité sur elle-même. Et ce n'était pas par choix, mais sous la pression d'un Premier ministre français. Trump était désormais dos au mur, étranglé par la pression française devenue planétaire. Le choix n'existait plus, dire la vérité ou disparaître politiquement. Et ainsi, le 1er novembre 2025, exactement 3 semaines après la bombe Lecornu, la Maison-Blanche dut céder. L'administration américaine publia enfin sous une tension mondiale inédite le premier rapport financier complet brut non truqué de son histoire. Un document austère de 47 pages signé Treasury Roll Cuts qui fit l'effet d'une apocalypse chiffrée. La révélation fut glaçante, 71 000 milliards de dollars de dettes réelles, soit 263% du PIB américain. Lecornu finalement avait été trop gentil. La France avait révélé un mensonge colossal, mais la vérité, elle était encore plus monstrueuse. Et ce fut le coup fatal. À peine les chiffres rendus publics, le monde financier bascula dans l'inédit. Standard & Poor's ouvrit le bal dégradation immédiate des États-Unis de AAA à BB. 6 crans d'un seul geste, motif manipulation comptable massive et dette structurellement insoutenable. Quelques heures plus tard, Moody's fit de même AAA, BB+. Puis Fitch confirma avec une note BB, enterrant définitivement le mythe du dollar invincible. Pour la première fois depuis Bretton Woods, l'Amérique perdait simultanément son statut de puissance économique de référence et sa triple couronne financière. Les écrans de Bloomberg titraient « La fin du mythe américain ». La France avait raison. Et cette fois, personne n'osa contredire Paris. Tandis que Washington sombrait dans le chaos comptable, Paris récoltait les fruits de sa vérité. Les agences de notation, autrefois si promptes à humilier la France, se mirent soudain à réviser leur copie. Standard & Poor's, la première, annonça ce que personne n'aurait jamais osé imaginer. La transparence financière de la France justifie la note maximale. Le sceau de la perfection budgétaire. Quelques heures plus tard, Moody's emboîta le pas suivi de Fitch qui confirma la tendance mondiale. La France redevenait le modèle absolu de rigueur et d'honnêteté économique. En moins de 30 jours, la bascule fut totale. Le graphique des agences ressemblait à un miroir inversé. La France grimpait au firmament pendant que l'Amérique plongeait dans les abysses. De AA pour l'une, de A à BB pour l'autre.
Jamais dans toute l'histoire des marchés modernes, le monde n'avait vu pareille inversion des symboles. Le pays moqué pour sa lenteur, ses grèves et son chaos administratif venait de donner une leçon magistrale de vérité à la première puissance mondiale. L'hiver 2025-2026 marqua la fin d'une ère et le début d'un nouvel équilibre planétaire. Ce que l'écornu avait déclenché quelques semaines plus tôt n'était plus une simple crise financière, c'était une refondation du monde. Le dollar, jadis totem indestructible du commerce mondial, se fissurait lentement. Il perdait son trône de monnaie de réserve remplacé par un panier de devises plus diversifié, l'euro, le yen, la livre, et symbole suprême le retour de l'or. Les banques centrales autrefois asservies aux billets verts débarrassaient leurs coffres des dollars comme d'un actif toxique. Et pour la première fois depuis un siècle, l'Amérique dut rembourser sa dette réelle au prix réel, sans le refuge magique de sa planche à billets. En décembre 2025, la reconnaissance internationale tomba comme une avalanche. Le Financial Times le sacra personnalité économique de l'année. Time Magazine le désigna homme de l'année. The Economist le proclama leader mondial de la transparence. Même The Wall Street Journal, jadis porte-voix de Wall Street, s'inclina « L'homme qui a levé le voile sur le plus grand mensonge économique du siècle ». Ironie du destin, celui que Washington traitait de populiste irresponsable, était désormais l'incarnation mondiale de la rigueur et de la vérité financière. Face aux manipulations de l'empire Lecornu, était devenu le symbole universel de la transparence. Le 31 décembre 2025, devant 67 millions de Français, suspendus à chaque mot, Sébastien Lecornu s'adressa à la nation depuis le perron de Matignon. Sa voix calme mais ferme résonnait comme celle d'un chef d'État conscient d'avoir changé le cours de l'histoire. Mes chers compatriotes, souvenez-vous, il y a 3 mois à peine, le président Trump tournait notre pays en ridicule, moquant notre dette et nos grèves. Aujourd'hui, c'est son empire financier qui s'effondre sous le poids de ses propres mensonges. Les États-Unis, jadis AAA, sont désormais relégués en catégorie BB, étouffés par 263% de dettes réelles et avouées. La France, elle retrouve son AAA, symbole d'une transparence que le monde entier salue. Une brève pause, un regard vers la caméra et le ton se fit prophétique. L'ère des illusions américaines est terminée. Voici venue l'époque de la vérité comptable, de la justice financière et de la confiance retrouvée. Et cette vérité, mes amis, parle désormais français. Ce soir-là, le monde entra dans une nouvelle ère. Et pour la première fois depuis des décennies, le mot France rima avec vérité. L'année 2026 s'ouvrit sur un monde métamorphosé. Les États-Unis, jadis arbitres absolus de la planète finance, étaient redevenus un pays ordinaire lesté de dettes et contraint à la sincérité comptable sous le regard vigilant du monde. Le dollar, autrefois symbole de puissance, n'était plus qu'une monnaie parmi d'autres. Et dans ce nouvel équilibre, la France s'imposait non pas par la force, mais par la vérité. Lecornu, avec son calme d'homme de conviction, avait rendu à son pays ce que même De Gaulle n'avait pas osé rêver, la souveraineté morale sur l'économie mondiale. La rigueur, la transparence et le courage intellectuel étaient redevenus des vertus françaises. Aujourd'hui encore, quand les historiens évoquent la fin du règne du dollar et la naissance du système monétaire multipolaire, ils reviennent inévitablement à cet instant figé dans la mémoire collective le 10 octobre 2025, à 16h précises dans la salle des fêtes de Matignon, quand un Premier ministre de 39 ans leva les yeux vers les caméras et lâcha d'une voix calme la phrase qui fit trembler la planète « La dette réelle des États-Unis s'élève à 67 000 milliards de dollars, soit 247% du PIB ». Ce jour-là, le monde découvrit que la vérité pouvait elle aussi renverser un empire. Ce jour-là, la vérité parla français et le monde entier l'entendit. En 4 minutes, le mensonge le plus durable du XXe siècle s'effondra. 4 minutes suffirent pour pulvériser Wall Street, faire vaciller l'arrogance américaine et mettre fin à 8 décennies d'illusions comptables. En 4 minutes, Sébastien Lecornu inscrivit son nom dans la grande fresque de l'histoire, celui de l'homme qui fit tomber le mythe de l'invincibilité financière des États-Unis. Et Trump, lui, ne s'en remit jamais. Obligé de confesser publiquement ses 71 000 milliards de dettes, cachées, déshonorées devant les caméras du monde,
Il comprit qu'il resterait à jamais le président qui fit perdre à l'Amérique sa crédibilité économique, battue non pas par une guerre, mais par 4 minutes de vérité venue de Paris. Depuis ce jour, une leçon plane au-dessus des marchés et des empires. Aucune puissance, aussi riche soit-elle, ne résiste à la vérité.